Bienvenue sur la panafricaine Médian et comme toujours, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief. Un numéro où il sera question de parler de nucléaire civil pour relever le défi de l'accès à l'énergie, mais également nous parlerons aussi de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale et sa contribution pour l'industrialisation du continent. Sur ce continent, plusieurs pays africains envisagent de construire des centrales nucléaires pour produire de l'électricité, une façon de faire face aux défis énergétiques et de réduire les difficultés d'accès à l'énergie. Ce développement du nucléaire civil pourrait offrir une solution durable pour répondre aux besoins énergétiques du continent. Pour l'heure, seule l'Afrique du Sud dispose d'une centrale nucléaire. D'autres pays comme le Maroc, le Niger, le Burkina, entre autres, ont aussi pour ambition de passer à la production nucléaire d'énergie. Comment réussir le développement du nucléaire civil en Afrique? Quelles opportunités offre le nucléaire civil pour relever le défi de l'accès à l'énergie? Le développement en première partie d'émission. En seconde partie du débrief, nous restons sur le continent africain, mais pour parler de la ZLECAf et des opportunités qu'elle peut présenter en termes d'industrialisation de l'Afrique. La zone de libre-échange continentale africaine représente une solution majeure pour favoriser l'intégration économique et le développement durable du continent. La ZLECAf pourrait ainsi contribuer à relever les défis de l'insécurité énergétique et alimentaire par la stimulation du commerce intra-africain et en encourageant l'adoption des énergies renouvelables. L'accord peut également favoriser l'industrialisation de l'Afrique et l'intégration dans les chaînes de valeur mondiales, ainsi que le développement du commerce numérique. Comment surmonter les obstacles réglementaires, logistiques et financiers qui freinent la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale? Quelle contribution de la ZLECAf pour l'industrialisation du continent? Le développement en seconde partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos deux invités, M. Babacar Saneba, vous êtes consultant international, également spécialiste en diplomatie économique. Toujours un honneur et un plaisir de partager ce plateau avec vous, M. Ba. Merci beaucoup, Daouda. C'est toujours aussi un plaisir et un honneur de répondre à l'invitation de Médian TV. Et aujourd'hui, j'ai l'insigneur de partager ce plateau avec mon frère, Cheikh Sadibou, qui est un brillant Tout à l'heure, c'est là où je voulais en venir également. Vous partager ce plateau avec un jeune que vous connaissez bien, d'ailleurs, M. Cheikh Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Toujours un honneur également, Cheikh Sadibou, de partager ce plateau avec vous. Je vous remercie, Daouda, mais c'est une très grande fierté pour moi de faire face, je vais dire, avec vraiment mon doyen, mon professeur, quelqu'un qui me sert d'exemple. Mon maître à penser même, le professeur Babacar Saneba, qui est un brillant diplomate, vraiment, c'est quelqu'un qui est exemplaire pour moi, vraiment, je vous remercie. Et je vous remercie également pour cette disponibilité et nous développerons davantage tous les trois sur ces questions-là. Je reste avec vous, bien sûr, plus de 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'énergie ou à l'électricité, en tout cas sur le continent. Quelle lecture est-ce que vous faites de ce déficit énergétique actuel auquel fait face l'Afrique? Donc l'Afrique, comme on le dit souvent, vraiment une terre assez vierge, d'après les Occidentaux, lorsqu'ils ont pratiquement floué le sol africain. Donc les Italiens parlaient de terre vacante, c'est-à-dire une terre vierge. Donc pour vous dire que ce continent-là a toujours été un peu en déphasage par rapport à ce qui se passe dans le monde. Maintenant, comme on parle du nucléaire civil, beaucoup pensent que l'Afrique était un peu en retard, alors que non. Actuellement, certes, le réacteur qui fonctionne sur le continent africain actuellement est en Afrique du Sud, mais il faut savoir que vraiment la bombe atomique qui a été utilisée contre le Japon, l'uranium provient du Congo. Donc c'est cet uranium qui a servi au niveau du projet Manhattan aux États-Unis, qui a permis à Robert Oppenheimer de fabriquer la première bombe atomique. Donc cette bombe a servi à pratiquement mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. Donc l'Afrique n'est pas étrangère au nucléaire civil. Donc c'est en République démocratique du Congo où un projet du nom de Trico 1 a pratiquement mis en... où ce projet a vu le jour, excusez-moi, où l'une des premières centrales du continent africain ont été créées par les Belges et les Américains aussi. Mais actuellement, pratiquement cette centrale-là est à l'arrêt. Donc c'est l'Afrique du Sud qui prend le flambeau lors vraiment de la présence au niveau de l'État sud-africain de Peter Botha et Frédéric de Klerk.
Donc ces hommes qui ont pratiquement dirigé ce pays-là ont eu à faire bénéficier l'Afrique du Sud de bombes atomiques, de pratiquement 6 bombes. Mais avec l'arrivée de l'ANC, l'Afrique du Sud va signer le traité de non-prolifération, donc quitter pratiquement ces armes nucléaires-là et rester dans le nucléaire civil. Donc pour vous dire que le nucléaire n'est pas étranger à l'Afrique. Mais certes, actuellement, il y a des pays comme le Maroc, comme vous l'avez dit, l'Égypte, qui ont mis en place et nous reviendrons tout à l'heure sur ces différents pays également qui travaillent sur des projets. Toute cette historique-là, je l'ai fait pour vous montrer que l'Afrique n'est pas étrangère au nucléaire. Et maintenant, ce déficit vraiment énergétique qu'on constate sur le continent africain, je pense qu'il faut aller vers le nucléaire civil-là pour permettre vraiment à ce gap industriel, de rattraper ce gap industriel-là, cette industrialisation, mais aussi... Et j'aimerais qu'on reste même sur ce gap ou ce déficit énergétique pour aborder d'autres sources d'énergie avant d'en venir au nucléaire civil. Je veux bien sûr parler des énergies renouvelables. Il n'y a que 3% de l'électricité mondiale produite par l'Afrique, malgré que le continent représente 17% de la population mondiale. Comment les ressources renouvelables aujourd'hui dont dispose le continent, comme aujourd'hui l'eau ou l'énergie hydroélectrique ou bien le soleil ou l'éolien aujourd'hui, peuvent permettre également à l'Afrique de relever ce déficit-là énergétique? Je pense que l'Afrique ne doit pas faire la même erreur que les pays du Nord. Donc le Sud global, pratiquement l'Afrique, le continent africain, doit exploiter ces énergies renouvelables-là. Parce que l'Occident a toujours misé sur les matières fossiles pratiquement pour exploiter l'énergie. Donc aujourd'hui, le continent africain doit surmonter beaucoup de défis, des défis sur le plan énergétique, sur le plan industriel, mais aussi sur d'autres aspects. Donc de manière générale, le développement. Donc il est important que l'Afrique puisse vraiment exploiter ces énergies renouvelables-là, dont elle dispose, parce qu'on ne peut pas comprendre, par exemple, l'Afrique de l'Ouest où l'uranium, si je peux m'exprimer ainsi, n'est pas rare. Le Niger fait partie des pays des plus grands producteurs d'uranium dans le monde, avec le Kazakhstan peut-être, mais on voit que le Niger fait partie de ces pays-là qui ont moins d'électricité au niveau du continent africain. Donc pour vous dire que ce déphasage-là doit être comblé par ces énergies renouvelables, par des barrages hydroélectriques, par aussi l'interconnexion. Parce que je vois que le Sénégal aussi vend peut-être de l'électricité à des pays voisins, mais vous avez vu les problèmes qu'il y a eu entre les pays de l'AES et de la CEDEAO. On a vu le Nigeria pratiquement couper l'électricité à son voisin. Donc pour vous dire que ces genres de problèmes-là... Au-delà de ces problèmes politiques, cette interconnexion existe déjà. On peut donner l'exemple du barrage de Manantali aujourd'hui, à travers la SOGEM, la société de gestion du barrage de Manantali. Aujourd'hui, un projet en tout cas qui permet à ces différents pays du Sahel d'avoir accès à l'énergie hydroélectrique produite à partir aujourd'hui de ce barrage-là qui est situé au Mali. Et j'en viens à vous, Babacar. L'Afrique dispose aussi d'importantes réserves d'uranium, Cheikh l'a rappelé tout à l'heure, de lithium et d'autres minéraux rares qui peuvent être valorisés pour son propre futur énergétique. Selon vous, quelle pourrait être la contribution de ces ressources naturelles et autres ressources extractives face au défi de l'accès à l'énergie? Merci beaucoup, Daouda, mais vous me permettrez encore de vraiment rendre un hommage appuyé à Cheikh Sadibou Ndiaye, qui est aussi un brillant cadre sénégalais, qui force mon respect et pour qui j'ai énormément d'admiration pour sa contribution, en tout cas effective, au débat public national, et ça c'est important. Effectivement, il a parlé de belle manière du déficit énergétique qui est chronique, puisque c'est 600 millions d'Africains, c'est à peu près presque la moitié, puisque nous sommes 1,3 milliard d'Africains. Et donc ce déficit-là, il est aujourd'hui, donc on pense, tout le monde pense, les études montrent qu'aujourd'hui l'énergie nucléaire le nucléaire civil pourrait permettre non seulement de stabiliser la production, parce qu'on a un problème, il y a une contribution des énergies renouvelables, mais c'est intermittent, puisque ce n'est pas assez stable pour soutenir aujourd'hui nos ambitions d'industrialisation et particulièrement dans un contexte d'urbanisation, de développement de mégalopoles et autres. Donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, comment on peut maintenant utiliser l'ensemble de ces ressources pour renforcer notre souveraineté énergétique? C'est d'abord avoir un équilibre en matière de mix énergétique pour ne pas être dépendant, parce que le mix énergétique va nous permettre de ne pas être dépendant d'une seule source, donc de réduire notre dépendance par rapport aux énergies fossiles, c'est une chose. Puis les capacités nucléaires vont permettre de démultiplier au-delà de la stabilité, c'est la capacité de production de masse, puisque le nucléaire permet une capacité productive de masse, mais il est important que les pays africains travaillent aussi à renforcer la coopération technologique et le transfert de compétences. Sadibou en a parlé tout à l'heure, puisque nous sommes dans un contexte de fragmentation géopolitique.
la question du transfert de compétences est extrêmement importante et l'exemple du Niger est assez déterminant. Le Niger qui produit presque le premier producteur mondial d'uranium et qui a des problèmes aujourd'hui d'énergie. Ça veut dire qu'on n'a pas eu des clauses de transfert de technologie, des clauses de coopération technologique régionale, et je pense que l'Afrique doit travailler sur ça avec la question de l'interconnexion. Donc l'OMVG ou l'OMVS fait beaucoup de choses dans ce sens-là, mais nous devons, rien que le barrage au Congo par exemple pourrait alimenter toute l'Afrique, le barrage qui est en RDC. Aujourd'hui, il est vrai que la centrale de Koberg en Afrique du Sud aujourd'hui produit de l'énergie nucléaire. Et donc, imaginez si on avait une coopération technologique renforcée, ces centrales-là qui existent, on aurait pu par régions africaines, puisque nous avons environ 8 régions africaines, on aurait pu travailler à mettre des clusters industriels, à développer des centrales par région, parce qu'une centrale nucléaire pourrait alimenter naturellement avec une interconnexion, en tout cas toute une région africaine. Et donc se dire qu'aujourd'hui le défi c'est dans le mix énergétique, dans la stratégie, parce que nous devons avoir la souveraineté énergétique que nous voulons, doit être accompagnée d'une soutenabilité et d'une compétitivité industrielle. Relever ce défi-là du mix énergétique, à savoir allier les sources d'énergie renouvelables avec d'autres sources d'énergie également, comme les énergies fossiles, tout en misant également sur cette source d'énergie qui est le nucléaire civil. Et j'aimerais qu'on reste avec le nucléaire civil. Je le disais en introduction, l'Afrique du Sud reste aujourd'hui le seul pays, en tout cas africain, avec un réacteur nucléaire fonctionnel aujourd'hui à but civil. À votre avis, cette énergie nucléaire constitue-t-il une solution viable pour combler ce manque d'énergie sur le continent? Non, c'est une solution viable. D'abord parce que c'est la capacité productive de masse. Parce que l'énergie nucléaire donc, permet de démultiplier et de pouvoir aussi assurer la stabilité des réseaux. Parce que c'est une énergie qui est beaucoup plus stable que les autres formes d'énergie renouvelable. Parce que regardez, quand vous êtes sur l'éolien, quand vous êtes sur le solaire, il faut la disponibilité souvent du soleil. Ce n'est pas, voilà, il faut aujourd'hui travailler sur la capacité des batteries, etc. Alors que le nucléaire, voyez-vous, un atome peut démultiplier. Et donc, il y a d'abord la stabilité de cette énergie-là. Elle est beaucoup plus stable. Il y a une capacité de production de masse, mais mieux encore, c'est une énergie, aujourd'hui le débat mondial est là-dessus, décarbonée. Et donc, nous sommes tous d'accord que c'est une énergie qui est décarbonée et donc qui participe aussi à lutter contre le réchauffement climatique. Et donc, je pense que maintenant, ce que nous devons faire, comme les Européens l'ont fait, c'est de pousser la coopération régionale. Et nous avons un cadre aujourd'hui, et c'est ce qu'offre aussi l'accord de libre-échange continental qui doit pousser les pays africains à parachever l'intégration. Et qu'aujourd'hui, la centrale de Koberg en Afrique du Sud pourrait, dans un premier temps, alimenter et dans le cadre de l'interconnexion, beaucoup de pays là-bas. Les pays de la région. Et que les ambitions du Nigeria, les ambitions du Maroc pour la zone, la région MENA et l'Égypte aussi a des ambitions très marquées. Et nous aussi, le Sénégal, parce que nous sommes aussi sur le gas to power. Mais au-delà du gas to power, on doit initier le gas to industry. Et peut-être que demain, nous, je pense qu'on aurait aussi peut-être un peu dans un avenir proche pour regarder le nucléaire civil. Mais tout ça, il faut qu'on soit dans une logique, de transfert de compétences, de technologies, de clauses de transfert de compétences, mais surtout de renforcement de la coopération technologique africaine. Et j'aimerais qu'on reste sur le point abordé tout à l'heure par Babacar, à savoir surtout le renforcement de la coopération et même le renforcement de cette intégration. Il a donné un exemple pertinent tout à l'heure, à savoir aujourd'hui, au lieu d'aller vers le développement aujourd'hui de centrales nucléaires civiles dans différents pays, comme une douzaine environ qui sont en train d'y travailler, aller plutôt vers le développement de clusters aujourd'hui. Et au niveau de chaque région africaine, pensez à développer aujourd'hui des centrales assez puissantes qui pourront relever ce défi-là. Que pensez-vous aujourd'hui d'un tel modèle? Je pense que c'est la seule alternative actuellement qui prévaut pour moi parce que vous savez, l'Afrique a des besoins énergétiques vraiment qu'il faut combler par ces genres de propositions-là. Mais le seul bémol que je vois, c'est que entre beaucoup de pays africains, peut-être il y a des problèmes diplomatiques parce qu'au niveau de l'Afrique du Nord, on sait que l'Égypte a des prétentions et l'Égypte est très en avant
avance concernant ces centrales-là. D'ici, on parle de 2026 à 2030, voilà. Donc l'Algérie aussi, la même chose, le Maroc, la même chose aussi, et la Libye. Donc comment on va essayer, la question est de savoir comment fédérer ces pays-là pour essayer, dans cette région africaine-là, de mettre en place des centrales qui vont permettre vraiment de ravitailler ces zones-là. Pour le reste du continent, ce que je crains, professeur, c'est aussi l'instabilité, la corruption, le terrorisme, ainsi de suite. Parce que les terroristes, un bon jour, ils peuvent attaquer ces zones-là. Mais il faut, pour moi, tout d'abord garantir la sécurité, mettre en place ces mécanismes-là, amener le financement et le transfert de technologie. Parce qu'aujourd'hui... Mais par rapport à l'exemple ou les craintes que vous avez soulevées également, il y a une solution, cher Sadibou. Il y a certaines infrastructures aujourd'hui qui sont d'intérêt vital et qui relèvent aujourd'hui même de la sécurité nationale. À ce genre d'infrastructures, souvent également, ce sont des infrastructures qui sont protégées, qui sont relevées à un certain niveau de sécurité pour éviter en tout cas que pareille situation et attaques ne se produisent. Effectivement, je pense que vous avez raison, mais en tout cas, le problème sécuritaire est un aspect qu'il ne faut pas oublier parce que le nucléaire, c'est quelque chose de très sensible et jusqu'à présent, on n'a pas cette maîtrise parfaite de cette énergie-là. Donc ces centrales-là peuvent, espérons en tout cas que cela puisse marcher au niveau du continent africain. Mais l'autre aspect que je veux souligner aussi, c'est que le transfert de technologie, parce que actuellement, la République démocratique du Congo dispose, je pense, disposer d'un projet du nom de Tricot 1, Tricot 2, mais c'est à cause de l'instabilité qu'on a fermé Tricot parce qu'il y a eu des vols, on a volé des centrifuges au niveau de la République démocratique du Congo, au niveau de cette centrale-là. Et imaginez-vous où on a retrouvé ces barres nucléaires-là, en Italie. Donc pour vous dire que toujours il faut mettre en avant aussi l'aspect sécuritaire concernant le programme nucléaire. Tout à fait, pour éviter que cela ne tombe également. Allez, si vous permettez, pourquoi aujourd'hui je pense aussi qu'il y a un impératif vraiment de renforcer la coopération? Parce que les défis nous obligent. L'un des premiers défis, c'est effectivement, ce sont des investissements très lourds et à très long terme. Tout à fait. Quand on sur le plan logistique, financier et donc ça, malheureusement, nous avons très souvent de petits États qui n'ont pas de capacité financière pour pouvoir le faire seuls. Le deuxième défi que nous devons relever, c'est la gestion des déchets nucléaires. Tout à fait. Et les garanties de sûreté. Parce qu'au-delà même de la question de sécurité, il y a la gestion des déchets, parce que quand même c'est du nucléaire. Et donc les centrales doivent être protégées et ça, naturellement, on a besoin aussi de travailler ensemble. Un autre défi de taille, c'est le besoin de renforcer la gouvernance, la régulation et la formation. Et enfin, la nécessité d'un partenariat public-privé, aussi bien avec interne et multilatéral, parce que... pour ne pas dépendre des financements extérieurs. Et donc je pense qu'effectivement, il y a de grands pays comme l'Égypte, comme il l'a dit, avec l'Algérie, le Maroc, avec des problèmes, des tensions géopolitiques où ils vont naturellement développer leur programme. Mais moi, je demeure convaincu que dans une zone, la région comme l'Afrique de l'Est, parce que aussi, cette coopération va pousser, c'est ce que l'Allemagne avait fait avec la France. Ils ont fait la guerre pendant longtemps autour du charbon et de l'acier, jusqu'au moment où ils ont décidé d'en faire un outil de coopération. Ils ont créé la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. C'était le motif de leur guerre. C'était le point de départ, c'était le moteur franco-allemand et c'était le moteur de l'Union européenne avant le traité de Rome de 1957. Donc je pense que nous devons travailler à renforcer cette coopération parce que pour relever ces défis-là, je pense qu'une coopération entre plusieurs États, on permettra déjà, ne serait-ce que sur la question des financements. La nécessité en tout cas de renforcer la coopération entre ces différents États. Et Sadibou, il y a le Maroc, vous le disiez tout à l'heure, qui dispose déjà d'un réacteur expérimental, à vue expérimentale à Marona depuis plusieurs années. Depuis 2022 également, le Royaume a franchi 3 étapes importantes pour arriver à l'énergie nucléaire. Il y a d'abord l'adoption en mai 2023 par le Parlement d'une loi dite de relance nucléaire. Le pays s'est fait également inscrire sur la liste des 10 pays dans le monde entrés dans la phase de décision. Et enfin, le Maroc a également obtenu, en marge de la 68e conférence générale de l'AIEA le 16 septembre 2024, le renouvellement également pour la période 2025-2029 de la reconnaissance du Centre national de l'énergie, des sciences et techniques nucléaires. Quelle lecture est-ce que vous faites de ces avancées, en tout cas, notées, enregistrées par le Maroc pour arriver à la production d'énergie nucléaire civile dans le pays? Oui, comme je le dis souvent pour le cas du Maroc,
Maroc, en tout cas, c'est un pays qui stratégiquement est en train de poser des pas très importants au niveau mondial, même au niveau africain. Le Maroc est en train vraiment de poser des pas qui vont lui permettre, en tout cas, de renforcer son développement sur le plan technologique, sur le plan industriel, ainsi de suite. Maintenant, concernant le nucléaire, là, comme je l'ai dit tantôt, pratiquement les pays du Nord ont leur projet, chaque État a son projet concernant ces centrales nucléaires-là. L'Égypte est en avance, le Maroc, depuis des années, ils ont cela. Cela va renforcer tout simplement le dispositif énergétique du royaume chérifien, parce qu'on le sait, le Maroc actuellement fait partie de ces pays-là qui économiquement, socialement aussi, sont très en avance sur le continent africain. Et le Maroc sert de locomotive même pour beaucoup de pays et sert aussi d'exemple. Quand je parle de coopération Sénégal-Maroc, sur le plan technique, il y a beaucoup d'aspects qu'on peut soulever. Donc c'est un pays qui est ouvert à ce type de coopération-là. Même l'Agence internationale de l'énergie atomique a eu à faire des déplacements dans ce pays-là, comme vous l'avez dit, en Égypte aussi, et au niveau de la République démocratique du Congo, pour vous dire qu'en tout cas c'est un pays très sérieux concernant les domaines qu'ils engagent, que ce soit le nucléaire ou d'autres aspects. Et nous osons espérer que le Nord, en tout cas ces régions africaines, vont fédérer pour mettre ensemble un programme qui va permettre de renforcer les dispositifs. Et Babacar, j'aimerais vous interpeller sur une question. En tant que spécialiste en diplomatie économique, selon vous, comment ce nucléaire civil peut permettre de relever également le défi de l'industrialisation de l'Afrique? Absolument, c'est la diplomatie énergétique aujourd'hui qu'il faut avoir. Et donc le Sénégal, naturellement, qui vient de rentrer dans le club très sélect des pays producteurs de gaz et de pétrole, doit commencer à déployer une diplomatie énergétique. C'est d'abord la capacité de production de masse, puis en faire un outil de soft power pour relever les capacités à l'export. Et c'est ce que le Maroc va faire, puisque le Maroc est aussi sur l'hydrogène vert, à côté du nucléaire civil. Le Maroc a déjà engagé, en tout cas, une stratégie pour l'hydrogène vert. Donc demain, le Maroc va exporter de l'énergie, parce que c'est ça aussi. Et la diplomatie économique, naturellement, permet aussi de pouvoir exporter les produits made in Sénégal. Et demain, et pour renforcer aussi la stratégie, le positionnement du Sénégal en diplomatie énergétique, il nous faut aussi renforcer la coopération que nous avons avec la Mauritanie. Puisque le projet GTA, nous sommes l'un des plus gros producteurs de gaz derrière l'Égypte, il me semble, en Afrique subsaharienne. Et donc, nous devons aujourd'hui, au-delà, j'ai entendu le Premier ministre dire qu'en 2026, on ne va plus importer du gaz. Ça veut dire que nous serons autosuffisants. Maintenant, la stratégie, c'est que quand même, dans la sous-région, il y a des pays, le Sénégal doit s'affirmer comme un acteur énergétique, en tout cas régional, pas mondial, mais au moins régional. Et rappelez-vous, quand le Premier ministre Olaf Scholz, allemand, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, vous vous souvenez, l'Allemagne avait enclenché, et dans le cadre du Global Gateway, d'ailleurs, les Européens, de diversifier leurs sources d'approvisionnement pour ne plus dépendre du gaz russe. Qu'est-ce que l'Allemagne avait fait à l'époque? Ils avaient fait une tournée dans 3 pays, je pense que c'était Sénégal, Niger et Afrique du Sud, pour dire qu'ils veulent diversifier. Et demain, on a aussi une opportunité de renforcer le transfert de technologie, parce que ce que l'Allemagne voulait faire, c'est de venir installer ici, transformer localement, et ça répond à notre nouvelle nécessité de volonté de Sénégal souverain. De l'Allemagne, Babacar, appelle à autre chose que vous avez soulevé tout à l'heure, à savoir cette nécessité de travailler ensemble entre États africains pour avoir beaucoup plus d'impact, en tout cas, sur la scène internationale. Et malheureusement, nous en sommes à la fin de la première partie du débrief. En seconde partie, il sera question de parler de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, et son impact aujourd'hui par rapport à l'industrialisation du continent. Et c'est tout de suite. De retour pour la seconde partie de votre émission Le Débrief. Monsieur Babacar Saneba, je démarre cette partie avec vous. La ZLECAf est en vigueur sur le continent africain, mais sa mise en œuvre accuse en tout cas du retard jusqu'à présent. À votre avis, qu'est-ce qui retarde cette mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale? Merci beaucoup. Non, je pense que l'initiative de commerce guidé, donc il y avait déjà une phase pilote avec 7 pays. Les échanges ont déjà démarré. C'est peut-être malheureusement au Sénégal. Mais pas très ressenti, c'est pourquoi je parle de retard dans la mise en œuvre. Alors vous savez, dans plusieurs pays en Afrique, il y a des comités nationaux de mise en œuvre. Et ça, c'était prévu dans le cadre de l'accord. Et malheureusement, au Sénégal, aujourd'hui, nous en sommes encore au balbutiement. Il y a un problème de portage, d'appropriation, et c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai tenu à faire un ouvrage sur la zone de libre-échange continentale. Alors, qu'est-ce qu'offre la ZLECAf? La ZLECAf offre un marché d'environ 1,4 milliard de consommateurs, avec un PIB combiné de 3 400 milliards de dollars. Et donc, c'est un vaste marché. Le plus gros marché d'ailleurs à travers le plus vaste marché de libre-échange en termes de pays participants, c'est 54 pays, dont l'ambition ultime
et d'industrialiser l'Afrique. Pourquoi? Parce que quel est le contexte de l'Afrique? L'Afrique est riche, les Africains sont pauvres. Donc nous avons aujourd'hui, nous avons 60% des terres arabes, 60% de la population jeune, nous détenons presque la quasi-totalité des matières premières, mais nous exportons 97% des matières premières et l'Afrique ne représente qu'environ 3% du commerce mondial. Et donc l'ASLECAF a pour ambition ultime d'industrialiser l'Afrique. Et la transition, quel est maintenant le lien de cause à effet entre économie, transformation, industrialisation et énergie? Parce que l'industrialisation a besoin d'être soutenue par une énergie redondante. Et c'est la pertinence de travailler aujourd'hui sur la diversification de nos approvisionnements, ressources d'énergie, et particulièrement le nucléaire, qui est une énergie beaucoup plus stable, décarbonée, fiable et qui est aussi pilotable. Et qui peut permettre aussi de relever ces défis de l'industrialisation. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, la ZLECAF a plus que jamais, nous avons plus que jamais besoin aujourd'hui d'une souveraineté énergétique, parce que l'industrialisation permettra de relever la compétitivité des économies africaines. Et la question de la compétitivité, ce qui impacte la compétitivité, c'est les coûts de production d'abord. Et donc, si le coût de l'électricité, qui est un facteur de production, coûte cher, il y a déjà un problème de compétitivité. Un impact sur les coûts de production et sur les coûts de vente après. Voilà, et donc naturellement, et aussi sur la consommation des ménages. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les besoins d'industrialisation que nous avons, donc la ZLECAF ouvre le spectre pour permettre d'abord d'offrir un marché beaucoup plus large aux entreprises, donc 1,4 milliard, comme je l'ai dit, avec la possibilité de réduction, de suppression de 90% des droits de douane. Ça veut dire que nous allons offrir aux entreprises africaines une capacité de pouvoir saisir le marché africain. Aujourd'hui, nous sommes à 17% de commerce intra-africain. C'est extrêmement faible et donc nous sommes très dépendants. Pour relever ce défi-là, 17% de commerce intra-africain, comment relever aussi ce défi-là, surtout les obstacles aujourd'hui qui freinent cette mise en œuvre de la ZLECAF? Alors, les obstacles qui freinent, c'est aujourd'hui les barrières, donc d'abord tarifaires qu'on va supprimer. Maintenant, il y a des barrières non tarifaires, ce qu'on appelle les normes sanitaires, phytosanitaires, les crédits, les limitations d'import, etc. Donc, la ZLECAF aujourd'hui envisage de supprimer les barrières tarifaires. Maintenant, les défis, c'est quoi? C'est l'harmonisation des normes, des règles. Parce que nous avons en Afrique 8 régions. Il y a donc 8 CR, communautés économiques régionales, et donc on a un régionalisme très dense avec des régions, des CR qui ont déjà harmonisé beaucoup de règles, comme c'est le cas de la CEDEAO. Et donc l'enjeu, c'est de passer du régionalisme au continentalisme, et c'est ça le véritable défi. Et quand nous allons faire ça, quand nous allons supprimer les barrières entre les différents pays, on va pouvoir maintenant se retourner et être moins dépendant de nos importations pour que demain, une entreprise sénégalaise puisse, ce qu'il achetait en Chine ou en Turquie, puisse l'acheter au Nigeria sans payer de droits de douane. Et que l'entreprise sénégalaise qui est ici, qui fabrique quelque chose, origine Sénégal, puisse aller vendre jusqu'à Djobour sans payer de droits de douane. Et donc, quand on fera ça, on va augmenter, parce qu'une entreprise recrute quand il fait deux choses, soit augmenter son carnet de commandes ou augmenter son volume d'investissement. Nous allons faire la même chose, les deux choses avec la ZLECAF parce que ça va permettre d'ouvrir un marché de 1,4 milliard et nous allons aussi renforcer les investissements intra-africains parce que la libéralisation permettra aujourd'hui, tel que l'agenda 2063 le prévoit, une Afrique sans frontières, une citoyenneté continentale, de pouvoir, donc avec cet accord de libre-échange, créer un marché unique comme les Européens l'ont fait aujourd'hui dans le cadre de l'euro. Et ce qui va davantage soutenir ce secteur privé africain-là en leur facilitant en tout cas ses possibilités de création d'entreprises et même de création d'emplois un peu partout dans ces différents pays africains. Et cher Sadibou, selon vous, quels investissements stratégiques ainsi que politiques cohérentes et réformes doivent être mises en place pour aujourd'hui exploiter ce plein potentiel qu'offre la ZLECAF au continent? Tout d'abord, moi je vois la ZLECAF comme la seule alternative actuellement pour l'industrialisation et le développement rapide aussi de l'Afrique. Parce qu'au niveau mondial actuellement, vous avez vu, c'était les États-Unis et pratiquement les pays européens, et le Japon, la triade. Donc ces pays-là pratiquement formé le peloton de tête. Mais actuellement, on a vu émerger les pays du BRICS, comme la Chine, actuellement qui menacent pratiquement le dollar. Donc ces pays comme la Russie, et donc les Américains disaient de la Russie que c'est un pays qui a pratiquement le PIB de l'Espagne, alors qu'actuellement c'est la Russie qui tient tête l'Union européenne au niveau de l'Ukraine. Donc pratiquement la Russie
aussi les a battus là-bas. Donc ce gap-là, je pense que pour le combler, il faut que les pays vraiment du continent africain puissent carrément se fédérer autour de cette ZLECAf-là et harmoniser leur politique publique pour permettre cette industrialisation rapide. Parce que l'Afrique est énormément en retard. D'abord, imaginez l'Afrique a tout, mais l'Afrique ne transforme rien. L'Afrique est riche, mais l'Afrique est pauvre. L'Asie n'a pratiquement rien, mais l'Asie transforme tout. Donc l'Asie, les iPhones, les téléphones, tout ce qu'on a là, ça vient pratiquement à la Chine. Donc je vois en la ZLECAf comme la seule alternative qui va permettre... Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi relever ces blocages-là que l'on constate? Effectivement, il y a des Babacar a parlé tout à l'heure des tarifs douaniers et autres, en tout cas, contraintes qui ne favorisent pas cette libre-échange. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord relever pas seulement les tarifs douaniers, même sur le plan social, sur le plan politique, pour moi, il y a des divergences qui continuent à persister. Par exemple, sur le plan politique, par exemple, quand on parle d'Union africaine, de l'unité africaine, moi, je vois que c'est seul le Sénégal et le Mali qui ont pratiquement dans leur constitution des dispositifs qui renforcent l'unité de l'Afrique. Pratiquement les autres pays africains, bon, je ne dis pas qu'ils ne sont pas panafricanistes, mais en tout cas, c'est des pays qui sont pratiquement un peu réticents au niveau de leur souveraineté, alors que pour vraiment concrétiser cette ZLECAf-là, il faut accepter de donner une petite partie, une petite parcelle de sa souveraineté pour concrétiser vraiment le renforcement. Mais les cadres existent déjà, chef, pour en arriver là. Nous l'avons rappelé depuis tout à l'heure, les communautés économiques régionales sont déjà là, dans les différentes régions du continent. Qu'est-ce qui justifie donc davantage ce blocage si l'on sait que déjà au niveau des différentes régions, il y a cette intégration entre les peuples. Même par exemple, la CEDEAO, mais la CEDEAO et l'AES à côté. Donc, en tout cas, il y a des problèmes même au sein de ces communautés-là. Même en interne, au niveau des États, jusqu'à présent, il y a une certaine réticence. Mais en tout cas, la seule voie de salut que je vois actuellement, c'est la ZLECAf. Certes, il y a des barrières, mais ces barrières-là, il faut pratiquement les renverser et permettre vraiment la fédération de ces États-là concernant ce domaine-là. Les barrières douanières, il faut tout simplement, comme l'a dit le professeur Babacar Saneba, de tout simplement relever ces barrières douanières-là et permettre aux États de pouvoir acheter, de pouvoir produire vraiment certains vraiment produits manufacturiers au niveau du continent africain. Et relever surtout ce taux d'échange intra-africain, puisque entre nous, nous échangeons peu. 17% aujourd'hui, que 16 et 17%. Alors que l'Union européenne, je pense, est à 70 africains. D'où l'intérêt, en tout cas, c'est davantage renforcer cette zone de libre-échange pour relever, en tout cas, ce taux d'échange intra-africain. Et M. Ba, vous avez d'ailleurs publié un nouvel ouvrage sur la ZLECAf intitulé La ZLECAf, accélérateur de croissance pour l'Afrique et défi stratégique pour le Sénégal. Pour lire, c'est en tout cas ça le titre de votre ouvrage. Selon vous, comment le Sénégal peut-il devenir un acteur majeur de ce marché continental? D'abord, il faut que le Sénégal puisse aligner l'ensemble de sa stratégie commerciale sur l'accord qui est déjà signé, qui est rentré en vigueur. Alors, Cheikh Sadibou a parlé tout à l'heure d'un défi. On a un défi structurel qu'on doit relever, c'est ce que j'appelle le dilemme africain. Nous voulons faire la construction africaine, mais chaque État s'appuie aussi sur sa parcelle de souveraineté. Alors que pour construire une intégration, ce n'est pas une symétrie des obstacles, mais c'est cette volonté de surpasser les divisions et de pouvoir parachever l'intégration. Je pense que les nouvelles autorités sénégalaises, il faut saluer cela, ont quand même posé un acte très clair, très fort, c'est de changer même le nom de notre ministère des Affaires étrangères pour l'appeler ministère de l'intégration africaine et des Affaires étrangères. C'est une bonne chose, c'est un acte politique fort. Maintenant, il faut l'accompagner. Comment l'accompagner? C'est qu'il faut que tout le monde soit d'accord, parce que quand vous prenez les statistiques de la douane, le commerce intra-africain, les douanes sénégalaises ne gagnent qu'à peu près 12%. C'est absolument rien du tout, 12%. Les études de la ZLECAf démontrent que les pays vont perdre entre 10 et 15% de droits de douane dans un très court terme, mais la mise en œuvre de l'accord va permettre de renforcer d'autres types d'impôts comme la TVA. Et donc, il faut qu'on décomplexifie un peu nos mentalités pour comprendre, parce que nous sommes, nous, dans des pays où on dit on vit de douane et d'impôts. Alors, quand on dit on efface les droits de douane, les gens sont alarmés, alors que les études démontrent qu'aujourd'hui, si on supprime les droits de douane, imaginez, vous avez un marché de 18 millions, après vous avez maintenant un marché de 1,3 milliard. Donc les gens vont venir davantage chez nous, ce sera de la TVA aussi qu'on va encaisser et nos entreprises vont aller commercer. Et donc il faut qu'on définisse une stratégie commerciale arrimé sur la ZLECAf. On ne peut plus rester dans une stratégie commerciale. Mais pour cela, Babacar, il faudra d'abord qu'il y ait cette compétitivité de nos entreprises et même de nos produits aujourd'hui. Absolument. Et c'est là où nous devons travailler maintenant sur les avantages comparatifs du Sénégal. Qu'est-ce que le Sénégal doit mettre en avant dans le cadre de la ZLECAf? C'est avoir une stratégie ZLECAf, une stratégie nationale. Et c'est ce que j'appelle. Je vous repose la question, puisque vous avez écrit un ouvrage là-dessus. Qu'est-ce que le Sénégal doit mettre en avant par rapport à ce marché-là? D'abord, il nous faut donc, je pense que
nous sommes maintenant producteurs de gaz et de pétrole, donc diplomatie énergétique. 2, dans le domaine des services, donc le Sénégal, nous sommes très en avance dans le domaine des innovations, IT, services. Nous avons quelque chose aussi aujourd'hui à vendre sur le marché africain dans le domaine secteur bancaire, donc les secteurs, ce 4e moteur de croissance, donc à haute intensité de main-d'œuvre. Nous avons aujourd'hui aussi de l'agrobusiness parce que nous sommes spécialisés sur certains produits et particulièrement sur des produits halieutiques. Et donc, il nous faut une stratégie nationale ZLECAf. Et dans la stratégie nationale, avec toutes les parties prenantes, identifier les avantages comparatifs que le Sénégal, pour ne pas se disperser. Aujourd'hui, vous arrivez des pays comme le Ghana et la Côte d'Ivoire, ils ont créé des clusters industriels sur le café cacao. Aujourd'hui, ils font face à Nestlé, ils transforment 50%. Qu'est-ce que nous devons aujourd'hui transformer? Ce que nous vendons le plus, c'est des produits aujourd'hui halieutiques. Nous allons vendre du gaz et du pétrole. Donc, faisons focus sur ces avantages comparatifs du Sénégal, mais il nous faut impérativement une stratégie nationale et mieux encore, il nous faut une diplomatie économique proactive. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous devons repenser notre réseau diplomatique en Afrique parce que l'ambassadeur du Sénégal qui est stationné au Burkina Faso, son cahier des charges, ses KPIs ne doivent pas être les mêmes KPIs que l'ambassadeur du Sénégal à Washington. Parce que l'ambassadeur du Sénégal au Burkina Faso, ce qu'on doit lui demander dans un premier temps, c'est de l'internationalisation, c'est des stratégies d'export pour trouver des marchés pour nos entreprises. Peut-être que l'ambassadeur du Sénégal qui est aux États-Unis, on va lui demander de ramener des investisseurs, des touristes, de la coopération décentralisée. Mais nos ambassadeurs en Afrique, on doit les orienter, en tout cas dans ces pays-là, sur la stratégie d'export, pour leur dire, trouvez dans les pays où vous êtes la liste des 100 produits importés par ces pays-là, faites le matchmaking et dites-nous, dans la liste des 100 produits importés par les pays de votre juridiction, quels sont les produits que le Sénégal peut adresser. Et à partir de là, la diplomatie économique permettra, après cette phase de segmentation, de pouvoir aligner notre secteur privé national, de les préparer avec Sénégal Exim Bank, c'est ce qu'il faut faire, une banque à l'export aussi, mettre en place un fonds Sénégal Exim Bank pour accompagner nos entreprises sénégalaises à aller adresser les marchés africains. C'est ce que le Maroc fait, c'est ce que le Nigeria fait, c'est ce que l'Égypte fait et c'est ce que nous devons faire. La Turquie et bien parce que pays également. Le gaz et le pétrole, ce sera des produits d'accélération et de transformation. C'est ça, on doit les utiliser pour accélérer et pour transformer notre économie. Donc il faudrait également aller vers ce que vous avez dit là tout à l'heure, c'est-à-dire aller vers le fait que nos diplomates également sénégalais, au niveau des pays où ils sont, doivent aussi jouer ce rôle-là de promotion de la diplomatie économique du continent et des produits sénégalais. Et cher Sadibou, vous concernant, comment l'Afrique pourrait enregistrer également la hausse de ses exportations grâce à l'accès à ces nouveaux marchés dans le cadre de la ZLECAf? Comme l'a dit le professeur Babacar Saneba, le Sénégal aujourd'hui fait partie des géants gaziers du continent africain. Donc au moins le Sénégal doit chercher à être le hub régional. Le Sénégal doit, comme l'a dit, oui, c'est ça, parce que nous avons des représentations diplomatiques au niveau des États, pratiquement au niveau régional. Donc il est important que nos représentations puissent voir comment le Sénégal peut bénéficier de ces marchés-là. Le représentant du Sénégal au Burkina n'est pas comme celui qui est à Washington, comme il l'a si bien dit. Donc il est important tout d'abord, pour que cette ZLECAf soit concrète, qu'au moins qu'on puisse en interne mettre en place des politiques publiques qui aillent dans ce sens. Parce qu'aujourd'hui, le retard de l'Afrique est surtout noté dans ces domaines-là. L'Afrique, sur le plan énergétique, vraiment en retard. Imaginez le taux d'électrification pratiquement en Afrique de l'Ouest. Certains pays tournent autour de 40%. Peut-être le Sénégal est dans les 70-80%, la Côte d'Ivoire 90%, ainsi de suite, mais il y a d'autres pays qui ont un retard à combler. Donc actuellement, je pense que... si je vous comprends bien, la mise en œuvre de cette ZLECAf, zone de libre-échange continentale, doit aller de pair également avec le fait de relever le défi de l'accès à l'énergie pour aller vers cette industrialisation. Parce que certes, la ZLECAf est en connivence avec le NEPAD, pratiquement un nouveau partenaire pour le développement de l'Afrique, avec des routes, des corridors, ainsi de suite. Mais il faut parler du corridor énergétique. Le corridor énergétique va
permettre à beaucoup d'États qui n'ont pratiquement pas accès à l'énergie, pas trop accès à l'énergie, de pouvoir avoir accès à cela. Donc je pense que cette ZLECAf-là doit être concrètement mise en œuvre. Certes, elle a commencé, mais pour moi, il y a quelques réticences qu'il faut carrément dépasser. Et vous concernant, selon vous, quel produit ou bien qu'est-ce qu'un pays comme le Sénégal pourrait mettre sur la table dans le cadre de cette zone de libre-échange? Babacar a donné quelques exemples. Et vous concernant, qu'est-ce que le Sénégal devrait mettre sur la table? D'abord, les produits halieutiques et on a d'autres produits aussi. Tout à l'heure, Babacar nous disait qu'au Japon, donc avec les artisans sénégalais, mais sur le plan artistique aussi, le Sénégal a vraiment de très bons artistes. Au Hangaï, il y a des producteurs de sacs, de chaussures, et ainsi de suite. Donc, en tout cas, les produits sont là. Le Sénégal peut faire bénéficier de beaucoup de produits en interne pour permettre vraiment à ces pays-là d'avoir des échanges économiques qui vont devenir rentables dans le futur. Et parlant de Ngaï, cette localité située à l'ouest du pays, je rappelle que c'est une localité appelée la capitale du cuir pour tout ce qui est fait en termes de cuir, mais malheureusement, jusque-là en tout cas, la localité ne dispose pas de réelles industries dans le cadre de l'industrialisation aujourd'hui concernant le cuir dans cette localité-là. Je reste avec vous, M. Ba. La ZLECAf, c'est aussi un marché d'1,3 milliard, nous le rappelions depuis tout à l'heure, de consommateurs. À votre avis, comment la ZLECAf, plus qu'un accord, peut aussi devenir une opportunité historique de croissance et d'exportation et même de création d'emplois? Oui, effectivement, c'est d'abord, il faut que la transition énergétique doit être engagée dans le cadre de cette ZLECAf, parce que c'est un levier aujourd'hui de la ZLECAf, parce que cette transition, elle doit être pensée comme, on a dit, avec une compétitivité aujourd'hui industrielle, mais une sécurité, une souveraineté énergétique, mais aussi une durabilité environnementale. Donc la ZLECAf va permettre aujourd'hui aux pays africains, au-delà, comme j'ai dit, les entreprises vont avoir un marché de 1,3 milliard de consommateurs, de pouvoir renforcer le commerce intra-africain, de pouvoir être moins dépendant des chocs extérieurs, mais c'est surtout aussi de pouvoir explorer. Parce que les gens, très souvent, ont fait focus sur des marchés du Nord, alors que notre première zone de chalandise, ce sont les marchés du Sud. Et donc aujourd'hui, quand vous voyez la stratégie du Maroc Go Africa, c'est très clair pour les Marocains. Le Maroc a compris qu'aujourd'hui, son expansion commerciale, c'est vers le sud. Et donc le Maroc fait focus avec une stratégie Go Africa et c'est très clair. Et Dakhla Atlantique va arriver en 2029. C'est pour faire c'est pour la continuité territoriale. Et c'était pas anodin que le Maroc voulait rejoindre la CEDEAO parce que c'était un marché de 456 millions de personnes. Donc aujourd'hui, la ZLECAf c'est bien plus qu'un accord commercial. Et je le rappelle souvent, c'est le plus vaste projet géopolitique que l'Afrique n'ait jamais réalisé. Quand la Chine a lancé la BRI, rappelez-vous, de Belt and Road Initiative, en mobilisant 933 milliards de dollars de financement pour bâtir des nouvelles infrastructures pour les nouvelles routes de la soie avec 2 mamelles. L'Europe a réagi rapidement avec le Global Gateway pour mobiliser 300 milliards d'euros à horizon 2027. Et la ZLECAf apparaît comme le plus vaste projet géopolitique que l'Afrique n'ait jamais réalisé dans ce contexte de fragmentation géopolitique. Avec un bémol, Babacar, sur lequel j'aimerais vous interpeller. Vous avez rappelé aujourd'hui les grandes routes de la soie, également l'exemple européen. Mais pour aujourd'hui, la ZLECAf, on ne sent pas également cette mobilisation aujourd'hui des financements nécessaires au développement des infrastructures. Non, il y a aujourd'hui dans le cadre de la ZLECAf, parce que la ZLECAf, c'est un dispositif de l'Union africaine. L'Union africaine a d'autres mécanismes comme Afreximbank, comme aussi la Banque africaine de développement, qui sont chargés aussi d'accompagner l'industrialisation de l'Afrique et naturellement les projets qu'on avait dans le NEPAD avec les corridors, parce qu'il faut bâtir. Pourquoi on ne commerce pas ensemble? Vous savez pourquoi? D'abord parce que les marchandises ne circulent pas, parce que nous n'avons pas aujourd'hui. Donc souvent il est beaucoup plus facile. J'ai donné l'exemple la dernière fois du Rwanda qui va acheter Ikanje, du jus de mangue en Allemagne ou de la purée de mangue en Allemagne ou en Inde, et les Allemands achètent la mangue ici au Sénégal. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est plus facile un bateau quitter l'Allemagne pour rejoindre Kigali que Dakar. D'ailleurs il n'y a pas de bateau entre Dakar et Kigali. Et donc c'est dire qu'aujourd'hui, parce que nous n'avons pas de corridor routier, de corridors ferroviaires. Et donc nous devons bâtir des corridors, et c'est la pertinence des programmes africains, de bâtir des corridors
pour connecter les ports africains, pour connecter les villes africaines, pour connecter les pays africains. D'où l'intérêt en tout cas de renforcer la diplomatie économique et l'intégration économique entre ces différents pays africains. En connectant aussi, on peut connecter aussi les réseaux électriques. Et c'est ça la pertinence de l'interconnexion. Et c'est de pouvoir aussi, en matière de péréquation, de compensation, de pouvoir utiliser de l'énergie, puisque c'est une capacité de production de masse, pour pouvoir alimenter un pays qui a moins de capacité de production. Et c'est ça la pertinence aussi d'une union. Et c'est les dispositifs de solidarité aussi dans le cadre d'une union. Et c'est la pertinence aussi de ce qu'on appelle les zones monétaires optimales. Mundell, qui l'a théorisé, dit que pour qu'une zone monétaire optimale soit optimale, il faut qu'il y ait aussi circulation facteur travail, des facteurs de production, mais aussi un budget de solidarité qui permet à l'Union européenne aujourd'hui de financer les pays du Sud, Italie, Espagne, Portugal, ou de maintenir la Grèce en cas de difficulté. Et donc, nous devons, que ça soit très clair dans notre tête, nous devons parachever l'intégration africaine, parce que tant qu'on n'aura pas bâti des corridors, tant qu'on n'aura pas connecté les villes, les ports africains, les aéroports africains, les marchandises ne circuleront pas. Et tant que les marchandises ne circuleront pas, tant que les personnes ne circuleront pas librement sur le continent, ce sera des freins au commerce. L'intérêt en tout cas de renforcer cette solidarité intra-africaine. Et Sadibou, selon vous, comment ces pays africains peuvent tirer parti de la ZLECAf en stimulant davantage leur transformation économique et la compétitivité de leurs exportations? Comme l'a dit tout à l'heure le professeur Babacar Saneba, comme vous le savez, le Sénégal c'est un marché de 18 millions, mais la ZLECAf c'est pratiquement 1 milliard et poussière. Donc, mais peut-être qu'il y a des idées qui font penser que bon, ça va être un peu difficile pour les États, et ainsi de suite. Mais en tout cas, ce qu'il faut toujours comprendre, c'est que la ZLECAf, elle est là pour permettre à ces pays africains de gagner de plus en plus de marchés. Vous savez, la Chine a imposé la route de la soie. Actuellement, même le transsibérien fait partie de cette route de la soie-là. Malgré que Trump est en train, comme vous le voyez, de vouloir casser la Chine avec les sanctions, et ainsi de suite. Mais n'empêche, ces pays-là sont en train de montrer de plein fouet qu'ils peuvent défier pratiquement l'oncle Sam. Je pense que la ZLECAf doit s'inspirer de ce genre de modèle-là. Il faut essayer de s'imposer, il faut imposer ces ZLECAf-là à tous les pays africains. Certes, sur le plan stratégique, ça va être difficile, mais il faut y aller parce qu'actuellement, comme je l'ai dit tantôt, les pays du Nord, les pays européens actuellement sont à un niveau de développement qui est un peu difficile à rattraper. Il faut ces genres de mécanismes, que ce soit la ZLECAf qui va renforcer le dispositif industriel, mais aussi avec les dispositifs énergétiques, avec les centrales nucléaires, les centrales à combustion civile. Donc cela va nous permettre d'accélérer notre croissance. Aujourd'hui, vous voyez des pays comme l'Égypte, c'est un pays qui est plus de 100 millions d'habitants. Donc ce pays-là a besoin d'énergie nucléaire. Donc ce pays a besoin de plus d'énergie pour permettre à cette population de pouvoir vraiment garantir certains secteurs. Et que pensez-vous de cette nécessité de renforcer cette solidarité intra-africaine-là aujourd'hui pour permettre aux pays, en tout cas, qui en ont les moyens ou qui sont les plus puissants, de pouvoir tirer vers le haut les autres pays qui en ont besoin? Je pense que c'est la seule voie de salut. Mais le seul bémol, comme je l'ai dit tantôt, c'est que j'ai l'impression qu'en Afrique, on chante l'Union africaine, on chante le panafricanisme, mais c'est, excusez-moi du terme, c'est un peu de l'hypocrisie parce que la plupart des chefs d'État défendent pratiquement leur souveraineté. Donc il faut accepter en tout cas de donner une petite parcelle de cette souveraineté-là pour garantir ces genres de mécanismes-là. Parce que la ZLECAf, c'est pas une simple affaire, c'est pas une simple affaire, c'est quelque chose de concret, de durable, quelque chose qui va permettre d'ici des générations et des générations à l'Afrique de se sortir. Vous expliquez également, cher Sadibou, pour se comprendre également, puisque au sein même des institutions panafricaines, nous sommes d'abord allés vers l'unité avant d'en venir à cette intégration dont vous parlez, cette intégration nécessaire entre les peuples, cette intégration économique également nécessaire. Et j'aimerais vous interpeller, Babacar Sané, avant qu'on termine cette émission, sur aujourd'hui un autre point, à savoir la ZLECAf. Comment également elle peut contribuer aujourd'hui à relever ce défi de l'industrialisation de l'Afrique? Alors, la ZLECAf va permettre de relever le défi de l'industrialisation d'abord en permettant de renforcer les capacités de production de masse. Parce que aujourd'hui, l'industrialisation, c'est quoi? C'est de passer de l'artisanat à une capacité productive de masse pour adresser les marchés. Et donc, quand, comme il dit, l'Égypte aujourd'hui grandit, les mégalopoles africaines sont connues, c'est le Caire, c'est Djobour, c'est Lagos. Et donc, il y a des mégalopoles qui se développent, il y a des besoins, une compétitivité des entreprises, donc il y a des besoins d'industrialisation. Et donc ça, il faut avoir les moyens d'accompagner ces mutations et c'est là où la transition énergétique devient un levier stratégique de la ZLECAf et donc que nous devons encadrer. Parce que l'enjeu, c'est aussi de bâtir un mix
énergétique africain souverain pour ne pas aussi être dépendant que des financements extérieurs en mobilisant des PPP, mais aussi dans un cadre d'intégration. Et je voudrais vraiment faire un plaidoyer, puisque l'Europe a compris qu'il fallait s'unir pour ne pas disparaître devant l'hégémonie américaine. À défaut de le faire politiquement, ils l'ont fait économiquement. C'est autour du charbon et de l'acier que la France et l'Allemagne, qui ont fait ils ont même fait 2 guerres mondiales. La France et l'Angleterre ont fait une guerre de 100 ans. Nous, en Afrique, je ne connais pas 2 pays qui ont fait une guerre pendant 50 ans. Je ne le connais pas. Donc ces pays-là ont fait tellement de guerres, et mieux encore des guerres mondiales, et nous n'avons jamais, peut-être qu'on a eu quelques problèmes frontaliers entre pays. Pourquoi on veut nous faire croire, nous, que nous ne pouvons pas réussir ce que des pays qui ont fait des siècles de guerre ont réussi? Et c'est une responsabilité pour les jeunesses africaines aujourd'hui de comprendre que l'avenir de l'Afrique dans un monde géopolitiquement fragmenté, c'est de parachever l'intégration africaine. Et la ZLECAf est, comme dit Sadibou, c'est du concret, c'est un accord, c'est signé avec des mécanismes et les gens ont apposé leur signature, on a ratifié et c'est rentré en vigueur. Et donc aujourd'hui, nous devons maintenant travailler à rendre possible cet accord de libre-échange, parce que ça va nous permettre non seulement de pouvoir ouvrir des perspectives pour nos entreprises, parce qu'à la fin du jour, on parle de compétitivité, de l'économie, que nos entreprises puissent créer de la valeur, que nous puissions transformer localement nos matières premières. Parce que localement nos matières premières, une invite également absolument. Et un plaidoyer et c'est à transformer nos matières premières sur le continent pour aujourd'hui on augmentera la part de valeur ajoutée de nos produits et on augmentera par ricochet les richesses. Et ce qui permettra en tout cas, Babacar Saneba, d'inverser la tendance, puisque nous ne cessons de le rappeler. L'Afrique exporte beaucoup de matières premières pour en retour également importer des produits manufacturés, et la ZLECAf constitue une solution. Et le terme consacré, malheureusement, réservoir de matières premières, malheureusement nous en sommes à la fin de cette émission. Babacar Saneba, je rappelle que vous êtes un consultant international, également spécialiste en diplomatie économique. Vous venez de publier également un ouvrage sur la ZLECAf comme accélérateur de croissance, où vous avez également fait focus sur aujourd'hui un pays comme le Sénégal. Encore merci d'avoir bien voulu répondre présent à notre invitation malgré votre agenda chargé, et toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci beaucoup Daouda pour l'invitation, et je suis vraiment encore très honoré et très fier aujourd'hui d'avoir partagé ce plateau avec Sadibou, qui est aussi un brillant et talentueux Sénégalais. Merci également à Cheikh Sadibou Ndiaye, toujours un honneur également Sadibou, et un plaisir de partager le plateau avec vous. Je rappelle que vous êtes spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci encore pour la générosité intellectuelle dont vous avez fait montre, en tout cas tous les deux, tout au long de cette émission. Effectivement, Daouda, merci. J'en profite encore pour rendre hommage à M. Babacar Saneba, comme je l'ai dit tantôt, qui est un modèle en tout cas pour la jeunesse sénégalaise et la jeunesse africaine de manière globale. En tout cas, j'en profite pour dire aux Africains que la ZLECAf arrive, il faut y croire. Merci beaucoup. La ZLECAf arrive, il faut y croire. Merci à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.